Imaginez une scène digne d'un blockbuster de science-fiction à gros budget, ou peut-être une page arrachée à une ancienne prophétie biblique qui prendrait vie sous vos yeux. Vous sortez de chez vous au cœur de la nuit, à une heure où le monde devrait être plongé dans le sommeil et l'obscurité. Mais au lieu du velours noir habituel du ciel, parsemé des pointes acérées d'étoiles lointaines, vous voyez quelque chose qui laisse votre cerveau en état de choc. La voûte céleste est baignée d'une lumière fantomatique, laiteuse, totalement surnaturelle. Les ombres des arbres et des bâtiments se projettent sur le sol avec une netteté telle qu'on se croirait en plein midi. Les lampadaires semblent n'être que de pâles allumettes inutiles face à l'éclat de l'objet qui trône au-dessus de l'horizon. Ce n'est pas la Lune, c'est un corps céleste à queue, dont la puissance rivalise avec les projecteurs d'un stade immense. Et si l'on en croit les prévisions les plus audacieuses, en plein jour, lorsque le soleil sera au zénith, cet objet pourrait être visible juste à côté de notre étoile, simplement en la masquant avec la paume de la main. C'est exactement ce tableau, à la fois apocalyptique et majestueux, que nous peignent aujourd'hui les gros titres de l'actualité. Internet est littéralement en ébullition. Blogueurs, stars de TikTok et administrateurs de réseaux sociaux rivalisent d'inventivité pour trouver les épithètes les plus retentissants. On nous promet un second soleil. On nous assure que la nuit se changera en jour. On nous dit que les spécialistes de la NASA sont sous le choc, que les scientifiques cachent la vérité et que les anciens calendriers avaient prédit précisément cet événement. C'est un scénario classique, un cas d'école d'hystérie médiatique mondiale. Elle s'empare de l'humanité avec une régularité enviable chaque fois qu'un corps céleste suffisamment grand et réfléchissant s'approche de l'orbite terrestre. La psychologie de ce phénomène est simple. Nous, les humains du 20 et 1e siècle, fatigués de la routine, des crises et du vacarme numérique, nous sommes assoiffés de miracles. Nous voulons que les cieux s'ouvrent et nous montrent quelque chose qui nous fasse oublier les taux de change et les querelles politiques. Mais où s'arrêtent les fantasmes et où commence la dure réalité de l'astrophysique dans ce flot de titres sensationnalistes? Aujourd'hui, nous ne céderons pas à l'émotion. Nous laisserons de côté le mysticisme et les prédictions. Nous allons nous armer d'une calculatrice, de cartes stellaires et surtout de données photométriques sèches et sans émotion. Notre mission est de mener l'enquête. Sommes-nous vraiment à l'aube du plus grand spectacle lumineux du siècle? Ou est-ce une autre bulle de savon, gonflée par les algorithmes des moteurs de recherche, qui éclatera en nous laissant dans l'obscurité de la déception? Pour comprendre le fond du débat et évaluer la réalité des prévisions, nous devons d'abord nous accorder sur les termes et les outils. En astronomie, la luminosité des objets ne se mesure pas en watts, ni en lumens, ni en candelis. Les astronomes utilisent l'échelle des magnitudes. C'est un système unique qui peut dérouter le non-initié car il est contre-intuitif. Il fonctionne à l'envers. Plus le chiffre est bas, plus l'objet est brillant. De plus, cette échelle est logarithmique. Cela signifie qu'une différence d'une seule magnitude implique un changement de luminosité non pas d'un certain pourcentage, mais de 2 fois et demi. Une différence de 5 magnitudes signifie une différence de luminosité de 100 fois. Comprendre cela est critique pour la suite de notre conversation. Plaçons quelques points de repère sur cette échelle pour nous donner un système de coordonnées. Le Soleil, champion absolu de la luminosité dans notre ciel, roi et dieu du système solaire, a une magnitude de -27. C'est une énergie monstrueuse, capable de brûler la rétine en une fraction de seconde. La pleine lune, notre lanterne nocturne, a une magnitude d'environ -12,5. C'est brillant. Cela permet de lire un livre la nuit, mais c'est 400 000 fois plus faible que le Soleil. Vénus, la célèbre étoile du Berger, l'objet planétaire le plus brillant, brille avec une magnitude d'environ -4. Jupiter et Mars, lors des grandes oppositions, peuvent atteindre la magnitude -2. L'étoile la plus brillante du ciel nocturne, Sirius, est à -1,46. Et l'œil humain, dans des conditions idéales, loin de la pollution lumineuse urbaine, nous sommes capables de distinguer de faibles étincelles jusqu'à la magnitude +6. C'est la limite de nos capacités biologiques. Et voilà qu'une nouvelle variable fait irruption dans cette équation bien ordonnée. Une comète. Les modèles informatiques actuels lui attribuent une magnitude de -10, -12, voire plus. Réfléchissez à ces chiffres. -10. Cela signifie que l'objet sera des centaines de fois plus brillant que Vénus. Cela signifie qu'il sera comparable en luminosité à la pleine lune, mais concentré en un point beaucoup plus petit, ce qui créera une luminosité de surface incroyablement élevée. Si ces modèles sont corrects, nous aurons vraiment un second soleil, certes plus terne que l'original, mais assez brillant pour projeter des ombres et être visible dans le ciel diurne. Cela ressemble à un conte de fées? Au délire d'un astrologue fou?
Ne tirez pas de conclusions hâtives. L'histoire des sciences connaît des exemples où de telles prévisions, apparemment impossibles, se sont réalisées avec une précision effrayante. Pour trouver des preuves, nous devons rembobiner le film de l'histoire. Rappelez-vous, l'année 1965, la comète Ikeya-Seki. Elle est apparue pratiquement de nulle part et a offert dans le ciel un spectacle que les témoins ont gardé en mémoire avec effroi jusqu'à la fin de leur jour. Au moment du périhélie, c'est-à-dire le point de rapprochement maximal avec le Soleil, elle s'est embrasée jusqu'à une magnitude incroyable de -17. Pour que vous compreniez l'échelle, c'est des dizaines de fois plus brillant que la pleine lune. Elle était si brillante qu'elle était visible à midi, juste à côté du disque solaire aveuglant. Au Japon, les gens sortaient dans les rues, masquaient le soleil avec leurs mains ou l'angle d'un bâtiment et voyaient à côté une virgule blanche éclatante. Et sa queue, courbée par le champ magnétique et le vent solaire, barrait tout le ciel comme un projecteur géant, comme une épée céleste. Les observateurs japonais la décrivaient dans leurs journaux comme un poignard fendant les cieux. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende issue de chroniques médiévales. C'est un fait scientifique documenté et photographié du XXe siècle. Cela signifie que la physique de notre univers permet l'existence de tels monstres. Cela signifie que, théoriquement, notre invité actuel peut répéter ce succès. C'est précisément cet espoir, soutenu par des précédents historiques, qui alimente la frénésie actuelle. Les gens veulent toucher du doigt la grandeur. Mais ici entre en vigueur la loi principale, la plus cruelle de l'astronomie cométaire, formulée avec ironie en son temps par le célèbre découvreur de comètes David Levy. Il a dit « Les comètes sont comme les chats. Elles ont une queue et elles font exactement ce qu'elles veulent. » Prédire la luminosité d'une comète, c'est comme essayer de prédire le cours des actions en bourse pendant une crise financière mondiale, ou deviner la météo en un point précis de l'océan dans un mois. Nous n'avons pas affaire à une pierre solide et prévisible comme un astéroïde ou la Lune, qui ont un albédo, un pouvoir réfléchissant, constant. Nous avons affaire à un objet actif, vivant, bouillonnant. Qu'est-ce qu'une comète ? Les manuels disent « une boule de neige sale ». Mais c'est une définition trop douce. C'est une montagne de glace truffée de poussière, de pierre, de monoxyde de carbone gelé, de méthane et de cyanure. Tant qu'elle vole dans l'espace froid, elle dort. Mais dès qu'elle s'approche de la chaleur, le chaos commence. Sa luminosité ne dépend pas de sa taille, mais de la quantité de poussière et de gaz qu'elle rejettera dans l'espace environnant. Elle doit créer autour d'elle une chevelure, la coma, un nuage géant qui agira comme un réflecteur de la lumière solaire. Et c'est ici que commence la loterie. Le processus d'éjection de matière dépend de milliers de facteurs. Comment le noyau va-t-il chauffer? Uniformément ou par endroits? Y a-t-il des fissures en surface par lesquelles jailliront des geysers de gaz? Ou la croûte va-t-elle cuire sous l'effet des radiations et sceller les substances volatiles à l'intérieur, transformant la comète en un caillou sombre? Y aura-t-il une désintégration soudaine du noyau qui donnera un éclat colossal de luminosité? Ou la comète s'évaporera-t-elle silencieusement? Nous regardons le graphique des prévisions sur l'écran de l'ordinateur et nous voyons une belle courbe lisse qui grimpe en flèche. Mais la comète ne connaît pas nos graphiques, elle n'obéit pas à nos désirs, elle obéit au chaos de la thermodynamique et de l'hydrodynamique. L'intrigue du moment actuel réside dans un phénomène physique unique qui pourrait jouer en notre faveur. Ce phénomène s'appelle la diffusion vers l'avant, ou, en anglais, le forward scattering. C'est un terme d'optique atmosphérique. Imaginez que vous conduisez une voiture dans le brouillard et qu'une autre voiture vient vers vous. Quand elle est loin, ses phares éclairent simplement. Mais quand elle passe à votre hauteur et que vous regardez sa lumière à travers le brouillard, la luminosité augmente brutalement. Tout autour commence à briller. Cela se produit parce que les gouttelettes d'eau microscopiques ou les particules de poussière diffusent la lumière principalement vers l'avant, dans la direction du rayon. La même chose peut se produire avec notre comète. Si elle passe entre la Terre et le Soleil et qu'elle éjecte suffisamment de poussière, les rayons solaires, traversant ce panache de poussière, seront diffusés vers la Terre, amplifiant la luminosité de la comète des centaines de fois. C'est précisément cet effet qui a transformé la comète McNaught en 2007 en un spectacle inoubliable. En ce moment même, pendant que nous discutons, notre objet céleste passe son principal test de résistance. Il s'approche de cette ligne invisible que les astrophysiciens appellent la ligne des neiges ou zone de sublimation active. Le rayonnement thermique de l'étoile commence à arracher ses couches, à pénétrer en profondeur, réveillant la glace ancienne qui dormait depuis des milliards d'années. Et les données qui arrivent des télescopes en temps réel sont extrêmement contradictoires. D'un côté, nous voyons un potentiel énorme.
Le noyau semble assez grand et actif pour produire une éjection puissante. L'analyse spectrale montre la présence d'une grande quantité de substances volatiles. D'un autre côté, nous voyons des fluctuations d'éclat étranges et non rythmiques qui font froncer les sourcils aux sceptiques professionnels. Ces scintillements peuvent être le signe que le noyau est instable, qu'il est prêt à se disloquer avant même d'atteindre la scène principale. Sommes-nous vraiment face à une nouvelle Ikeya Seki, prête à incendier le ciel et à entrer dans les livres d'histoire? Ou est-ce un escroc cosmique, une grande fausse comète, qui brillera une seconde, donnera de l'espoir et disparaîtra, nous laissant dans l'obscurité avec nos attentes déçues et les moqueries des sceptiques? Les jeux sont faits dans cette roulette céleste, et les mises sont incroyablement élevées. Il ne s'agit pas seulement d'une belle image, il s'agit de tester notre capacité à comprendre et à prédire les processus dans l'espace proche. Soit nous aurons une nuit qui deviendra jour et ce sera l'événement d'une génération, soit nous recevrons une leçon dure mais utile sur la façon impitoyable dont la réalité peut traiter nos attentes humaines. Nous sommes au premier rang, le rideau se lève, mais personne, pas même le metteur en scène de cette pièce, le soleil, ne sait quelle sera la fin du premier acte. Pour séparer le bon grain de l'ivraie dans ce bruit informationnel, nous devons redescendre sur Terre et regarder sous le capot de cet événement cosmique. Nous passons à la deuxième phase de notre enquête, la mécanique du processus. Pourquoi un morceau de glace sale volant dans le vide devrait-il briller tout court? Et pourquoi cet objet précis a-t-il provoqué une telle tempête de prévision, comparable seulement à l'attente du Messie dans les chroniques médiévales? Pour répondre à ces questions, nous devrons plonger dans 3 disciplines, la mécanique céleste, la physique des petits corps et l'optique atmosphérique. Commençons par l'origine de notre héros. Le dossier de l'objet que nous avons en main indique que nous sommes face à une comète rasante classique, un Sungrazer. Ce n'est pas juste un passant occasionnel qui a décidé de prendre un raccourci à travers notre système. C'est un corps qui se déplace sur une orbite extrême, suicidaire. Le périhélie, le point de rapprochement maximal avec l'étoile, se trouve à une distance que, à l'échelle cosmique, on peut qualifier d'intimité. La comète traversera l'atmosphère externe du Soleil, la couronne, où la température se mesure en millions de degrés. Mais ne pensez pas trop vite que c'est la température qui la fera briller. Les comètes sont des corps froids. Elles n'émettent pas leur propre lumière comme les étoiles. Elles fonctionnent comme des miroirs. Décortiquons la physique de la lumière cométaire. Imaginez du charbon, un morceau d'anthracite noir, poreux et sale. C'est à peu près à cela que ressemble le noyau d'une comète de près. Son albédo, c'est-à-dire son pouvoir réfléchissant, est infime. Il ne reflète que 3 ou 4% de la lumière qui le frappe. C'est plus sombre que de l'asphalte frais. Comment ce pavé noir peut-il se transformer en second soleil? La réponse réside dans la transformation de la matière. Lorsque le noyau s'approche de la ligne des neiges, la chaleur solaire devient suffisante pour lancer le processus de sublimation. La glace, emmurée dans les entrailles de la comète il y a des milliards d'années, se transforme instantanément en gaz, en sautant la phase liquide. Ce gaz jaillit vers l'extérieur, comme la vapeur d'une chaudière surchauffée, déchirant la surface et entraînant avec lui des milliards de tonnes de poussière microscopique. C'est ici que la magie opère. La comète cesse d'être un corps solide et devient un nuage géant. Le noyau noir se cache à l'intérieur de la coma, une sphère lumineuse de gaz et de poussière qui peut être plus grande que Jupiter ou même que le Soleil en taille. Et cette coma fonctionne comme un diffuseur parfait. Les photons solaires frappent les particules de poussière et sont réfléchis dans toutes les directions. Plus il y a de poussière, plus la surface de ce miroir est grande, plus la comète est brillante. Mais il y a une nuance qui a engendré tous ces titres sensationnalistes. Cette nuance s'appelle l'effet de diffusion vers l'avant. C'est le moment clé de notre enquête. Alors, attardons-nous dessus. Imaginez que vous êtes debout dans une pièce sombre et que quelqu'un braque une lampe torche sur votre visage à travers un nuage de fumée de cigarette ou de poussière. La fumée commence à briller de manière insupportable, créant un halo autour de la source lumineuse. En astronomie, cela fonctionne ainsi. Lorsque la comète se trouve sur une ligne droite entre la Terre et le Soleil, elle se trouve en position de contre-jour. Le Soleil brille dans son dos. Et si à ce moment précis la comète éjecte suffisamment de poussière, les rayons solaires, traversant sa queue et sa coma, seront amplifiés des dizaines, voire des centaines de fois. C'est précisément sur cet effet que reposent les prévisions de magnitude -10 et -12. Les astronomes calculent l'angle de phase. Lorsque cet angle s'approche de 180 degrés, les modèles mathématiques montrent une croissance explosive de la luminosité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la géométrie. Mais le problème de ces modèles, c'est qu'ils supposent un comportement idéal de la comète.
Il suppose que la comète éjectera docilement de la poussière exactement au bon moment. Tournons-nous maintenant vers le précédent historique qui sert de fondement à tous les espoirs actuels. Notre principal témoin de la défense, la grande comète de 1965, Ikeya Seki. Son histoire est presque un scénario prêt pour un drame hollywoodien. Elle a été découverte par 2 astronomes amateurs japonais qui fabriquaient leur miroir de télescope de leurs propres mains. Personne n'attendait rien de spécial d'elle jusqu'à ce qu'on calcule son orbite. Il s'est avéré qu'elle passerait à seulement 450 000 km de la surface du Soleil. C'est 2 fois moins que le rayon de l'étoile elle-même. Le jour du périhélie, le 21 octobre 65, Ikeya Seki est entrée dans la zone de la mort. Et au lieu de s'évaporer, elle a flamboyé. L'effet de diffusion vers l'avant a fonctionné à pleine puissance. Sa magnitude a atteint la barre de -17. Pour que vous compreniez l'échelle, c'est 60 fois plus brillant que la pleine lune. Des observateurs du monde entier ont rapporté l'avoir vue à l'œil nu à midi, simplement en masquant le soleil avec la main. À côté du disque doré du soleil pendait une virgule argentée, avec une queue courbée. C'était un spectacle d'une ampleur biblique. Mais ce triomphe a eu un prix. La gravité et le choc thermique ont brisé le noyau de la comète en 3 parties. Elle est devenue la plus brillante, mais elle est morte en tant qu'entité unique. Les sceptiques, cependant, pointent un autre exemple qui refroidit les ardeurs des enthousiastes. La comète Kohoutek, 1973. On l'appelait la comète du siècle avant même son arrivée. Les médias devenaient fous, les journaux imprimaient des cartes du ciel, les gens achetaient des télescopes, les prévisions promettaient une magnitude de -10. Et en réalité, elle s'est avérée être une tache terne, à peine perceptible, qu'on ne pouvait distinguer qu'aux jumelles, et encore, si l'on savait où regarder. Pourquoi cela est-il arrivé? Parce que la comète s'est avérée vieille. Ses substances volatiles étaient épuisées ou recouvertes d'une croûte de poussière cuite par les radiations cosmiques, transformant la surface en une carapace dure. La chaleur solaire n'a tout simplement pas pu percer à l'intérieur et lancer la réaction. La comète Kohoutek est devenue synonyme de la plus grande déception astronomique. Où est donc le problème principal de la prévision de la luminosité? Pourquoi pouvons-nous prédire une éclipse à la seconde près pour 1000 ans à venir, mais ne pouvons pas dire comment brillera une comète dans une semaine? Le problème, c'est que nous ne voyons pas le noyau. Même dans les télescopes les plus puissants, le noyau de la comète est un point plus petit qu'un pixel, caché derrière le voile dense de la coma. Nous ne connaissons pas sa taille, nous ne connaissons pas sa densité, nous ne connaissons pas sa composition chimique, nous ne connaissons pas le relief de sa surface. Peut-être est-ce un rocher monolithique? Ou peut-être un tas de gravats lâches, maintenus ensemble par une faible gravité? Il existe un autre facteur, rarement mentionné dans les articles populaires, mais qui est critique pour l'observateur. C'est la différence entre la luminosité intégrée et la luminosité de surface. Quand on nous dit « magnitude -10 », nous imaginons un point brillant comme un laser. Mais une comète n'est pas un point, c'est un objet diffus. Sa lumière est étalée sur une grande surface du ciel. Si vous preniez la lumière de la pleine lune et l'étaliez sur tout le firmament, le ciel deviendrait seulement un peu plus clair, mais vous ne verriez pas d'objet brillant. La même chose peut arriver ici. La comète peut avoir une luminosité totale énorme, mais parce qu'elle est étirée en une longue queue, elle ressemblera à une lueur fantomatique et non à une étoile brillante. Sur le fond du ciel diurne, qui a lui-même une luminosité élevée, un tel objet étalé peut simplement se dissoudre, devenir invisible à cause du faible contraste. Ainsi, la mécanique de l'événement à venir représente une équation des plus complexes, avec une douzaine d'inconnus. Nous avons la géométrie qui nous promet un second soleil grâce à la diffusion vers l'avant. Nous avons l'exemple historique d'Ikeya Seki qui prouve que c'est physiquement possible. Mais nous avons aussi la physique de la boule de neige sale qui dit que le noyau peut s'avérer trop dense pour s'évaporer ou trop lâche pour survivre. Nous sommes devant une porte fermée derrière laquelle se déroule une réaction chimique. Et nous ne connaîtrons le résultat que lorsque la porte s'ouvrira. Maintenant, alors que la comète fonce vers son point culminant, les astronomes du monde entier ne surveillent pas les belles images, mais les graphiques de production de gaz. Ils cherchent des signes que la croûte du noyau s'est fissurée. Ils cherchent ce qu'on appelle des jets, des geysers de gaz qui agissent comme des moteurs à réaction et peuvent faire tourner la comète, la déchirant par la force centrifuge. Le scénario Ikeya Seki est le scénario d'une catastrophe devenue magnifique. Le scénario Kohoutek est le scénario d'une survie devenue ennuyeuse. Quelle voie choisira notre invité? La physique du processus est lancée et il est impossible de l'arrêter. Le compte à rebours ne se compte plus en jours, mais en heures. Nous sommes arrivés au point culminant de notre enquête.
Tous les paris sont faits, toutes les prévisions annoncées et les télescopes sont braqués sur un seul point de l'espace. Arrive le moment de vérité, qu'on appelle en dramaturgie le jugement, et en mécanique céleste, le passage au périhélie. Ce sont ces quelques heures où se décide le sort du corps céleste et le sort de nos attentes. C'est maintenant que les mythes du second soleil doivent soit se matérialiser en une réalité éblouissante, soit tomber en poussière, ne laissant derrière eux qu'un bruit numérique sur Internet. Nous entrons dans la phase où les principaux témoins ne sont pas les blogueurs, mais les coronographes des observatoires spatiaux et les lois de l'optique, qu'il est impossible de tromper. Revenons à l'accusation principale que la science porte contre le clickbait. On nous a promis que la comète serait visible de jour. On nous a promis une magnitude de -10 ou même plus. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique pour un observateur debout sur la surface de la Terre sous une épaisse couche d'atmosphère? Ici, nous nous heurtons au concept fondamental du contraste. Imaginez que vous allumez une bougie. Dans une cave sombre, elle semble éblouissante. Mais sortez cette même bougie dans la rue un midi ensoleillé, et vous ne la remarquerez même pas. Le fond du ciel diurne a une luminosité de surface énorme. Pour qu'un objet soit visible sur ce fond, il doit être soit ponctuel et incroyablement brillant, comme Vénus, soit avoir une luminosité de surface dépassant l'éclat du ciel bleu. Et c'est là que réside le piège dans lequel tombent les auteurs de sensations. Une comète passant près du Soleil n'est pas un rayon laser, c'est un nuage immense et raréfié, de poussière et de gaz. Même si la luminosité intégrée, c'est-à-dire totale, de ce nuage atteint la magnitude -10, cette lumière est étalée sur une grande surface. La luminosité de surface peut s'avérer inférieure au seuil de sensibilité de l'œil sur le fond de la lumière du jour. Nous obtenons un paradoxe. Les instruments enregistrent un flux colossal d'énergie. Mathématiquement, la comète est plus brillante que la pleine lune, mais l'œil ne la voit pas. Elle se dissout dans l'éclat de l'atmosphère. Le second soleil se révèle être un fantôme. C'est le premier coup de la réalité porté aux attentes exagérées. Mais le plus intéressant ne se passe pas dans l'atmosphère terrestre, mais là-haut, à proximité immédiate de l'étoile. Le juge principal dans ce procès est l'observatoire spatial SOHO et ses instruments, les coronographes LASCO C2 et LASCO C3. Ces caméras masquent artificiellement le disque du Soleil, créant une éclipse éternelle pour voir ce qui se passe dans la couronne. C'est précisément là, dans ce cercle noir, que pénètre notre comète. Les astronomes du monde entier regardent les images s'actualiser avec le cœur serré. Et que voient-ils? Ils voient la lutte de deux tendances. D'un côté, l'effet de diffusion vers l'avant, dont nous avons parlé plus tôt, fonctionne. La poussière commence vraiment à briller, créant un beau halo. D'un autre côté, la force destructrice de la chaleur entre en action. Le rebondissement de cette intrigue réside dans le fait que la mort de la comète peut paraître plus brillante que sa vie. Lorsque le noyau ne supporte pas la tension thermique et se disloque en morceaux, il se produit ce qu'on appelle un outburst, un sursaut soudain. Les réserves internes de glace sont instantanément exposées et se subliment de manière explosive. À ce moment, la luminosité de la comète peut bondir de 5, voire de 10 magnitudes en quelques heures. C'est l'agonie, c'est le cri de mort d'un corps céleste. Et l'ironie de la situation est que c'est précisément cet éclat de mort que nous, depuis la Terre, pouvons prendre pour le spectacle du siècle promis. Internet explose à nouveau. Regardez, elle s'embrase, les prévisions se réalisent. Mais les professionnels regardent les graphiques et comprennent, ce n'est pas un triomphe, c'est la fin. Le pic de luminosité coïncide avec le moment de la destruction. Analysons ce moment d'un point de vue physique. Le noyau de la comète, cette boule de neige sale, entre dans une zone où le flux de rayonnement solaire dépasse celui de la Terre des milliers de fois. Le matériau commence à s'évaporer plus vite que la gravité n'est capable de le retenir à la surface. La pression de radiation apparaît. Les photons, ces particules de lumière sans masse, à de telles puissances, se transforment en un vent tangible. Ils commencent à souffler la poussière au loin. La queue de la comète se distord, se déchire en fibres. Nous ne voyons pas une structure ordonnée, mais le chaos. Si la comète Ikeya Seki, en 1965, a pu survivre à ce moment grâce à sa densité et sa masse, conservant sa compacité, notre héros actuel se révélera probablement plus friable. À ce moment précis, le second soleil se transforme en cavalier sans tête. Le centre de condensation, ce point brillant qui devait être visible de jour, disparaît. Il se transforme en une traînée allongée et brumeuse. La luminosité chute aussi vertigineusement qu'elle a grimpé. Le spectacle se termine sans avoir commencé. Ceux qui attendaient la nuit pour voir une queue sur la moitié du ciel se retrouvent déçus.
Le nuage de poussière, privé de sources constantes de ravitaillement, car le noyau est détruit, se disperse rapidement dans l'espace. Il devient trop transparent pour refléter assez de lumière. Cependant, dans ce procès, il y a aussi une défense. La science nous dit que même un tel scénario est une expérience incroyablement précieuse. Nous observons un crash test organisé par la nature elle-même. Nous découvrons la limite de résistance de la matière cométaire. Nous comprenons que les prévisions de luminosité basées sur des lois de puissance simple ne fonctionnent pas pour les rapprochements extrêmes. Chaque échec de ce type, chaque prophétie non réalisée sur une nouvelle comète brillante affine nos modèles. Nous apprenons à distinguer les survivants capables de traverser l'enfer, des feux d'artifice jetables. Il y a un autre aspect, purement biologique, qu'oublient les auteurs de sensations. Regarder une comète près du Soleil est dangereux. Même si elle atteint la magnitude -10, elle se trouvera à seulement quelques degrés du disque de l'étoile, dont la luminosité est de -27. Tenter de voir le miracle à l'œil nu ou, pire encore, aux jumelles, peut se terminer par une brûlure de la rétine et la cécité. La réalité est que le spectacle le plus brillant de l'année pourrait n'être accessible qu'aux robots, les caméras des télescopes spatiaux, qui n'ont pas Dieu à brûler. Pour nous, humains sur Terre, ce spectacle se transforme en une attente de photos sur un écran d'ordinateur. Le fossé entre l'attente de sortir sur le balcon et voir et la réalité de regarder un JPEG sur le site de la NASA devient infranchissable. L'aboutissement de l'histoire de cette comète est une leçon d'illusion d'optique. Nous interprétons les données photométriques comme bon nous semble. Nous confondons luminosité absolue et apparente. Nous oublions l'absorption atmosphérique. Lorsqu'un objet est bas sur l'horizon et les comètes rasantes sont toujours visibles seulement à l'aube ou au crépuscule, sa lumière doit traverser une couche d'air épaisse et dense. L'atmosphère agit comme un filtre, mangeant jusqu'à 90% de la lumière. Une comète brillante, qui dans l'espace brille comme un projecteur, se transforme à l'horizon en une tache terne et rouge, à peine distincte d'un nuage. Ainsi, le verdict de notre tribunal scientifique est sévère, mais juste. Les promesses du second soleil étaient basées sur des prémices physiques correctes, diffusion vers l'avant, mais ignoraient une multitude de facteurs limitants, luminosité de surface, absorption atmosphérique, contraste diurne et surtout la résistance structurelle du noyau lui-même. Nous avons été témoins de l'erreur classique du survivant. Nous ne nous souvenons que des comètes qui ont survécu et sont devenues grandes, comme Ikea Seki, et nous oublions les milliers de comètes qui promettaient d'être grandes, mais sont tombées en poussière sans atteindre le parterre. Notre objet actuel rejoindra très probablement la seconde catégorie. Mais ne désespérez pas. Même dans sa mort, il nous offrira un spectacle unique, même s'il n'est pas celui que peignaient les artistes sur les couvertures des tabloïds. Nous verrons le vent solaire déchirer une matière qui était gelée depuis la création du système solaire. N'est-ce pas là un miracle digne d'observation? Dans la partie finale de notre enquête, nous nous éloignerons des télescopes pour regarder la situation avec philosophie. Que dit de nous-mêmes cette course au record de lumière? Et y a-t-il une chance qu'à l'avenir, un véritable monstre nous rende visite et transforme réellement la nuit en jour sans violer les lois de la physique? Ainsi, notre enquête touche à sa fin logique. La poussière soulevée dans la couronne solaire est retombée, se dispersant dans l'espace interplanétaire. La poussière informationnelle, soulevée sur Internet par les titres sur le second soleil, commence aussi à retomber. Nous fermons le dossier d'une autre comète du siècle, mais avant de l'envoyer aux archives, nous devons procéder au débriefing final. Nous devons répondre à des questions plus importantes que le spectacle momentané. Qu'avons-nous vraiment appris? Le jeu en valait-il la chandelle? Et pourquoi, malgré la déception du grand public, les astronomes considèrent-ils cet événement comme un triomphe de la science? La première et la plus importante conclusion que nous devons tirer concerne la valeur du résultat négatif. Dans la conscience de masse, si la comète n'est pas devenue visible de jour et n'a pas éclipsé la Lune, c'est un échec. Dans la conscience scientifique, c'est une mine de données inestimable. La mort de la comète ou sa luminosité insuffisante nous en ont dit plus sur sa structure interne que si elle avait simplement volé en passant comme un joli point lumineux. Le fait que le noyau n'ait pas tenu et se soit effrité, ou que la croûte n'ait pas donné l'éjection de poussière attendue, nous permet de juger de la densité et de la composition chimique de la matière primitive du système solaire. Nous avons obtenu la confirmation que les comètes ne sont pas des boules homogènes. Ce sont des millefeuilles, où les couches de glace alternent avec des strates de matière organique et de silicate.
L'analyse spectrale des gaz libérés au moment du passage au périhélie nous a donné des informations sur le ratio des isotopes d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. Cela, à son tour, donne des clés pour comprendre comment notre planète s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Nous avons appris si l'eau sur Terre a été apportée par des comètes similaires ou si elle a une autre origine. Chaque comète ratée est une page du livre d'histoire que nous commençons à peine à lire. Le deuxième aspect de la réflexion concerne notre dépendance aux sensations. L'histoire de l'attente du second soleil a révélé un profond problème psychologique de la société moderne. Nous sommes devenus intolérants au cours normal des choses. Nous avons besoin d'hyperbole. S'il pleut, c'est la tempête du siècle. Si c'est un virus, c'est la peste. Si c'est une comète, c'est plus brillant que le soleil. Cette croissance inflationniste des attentes conduit à ce que nous cessons d'apprécier la beauté de la réalité. Nous regardons un objet astronomique magnifique et rare, visible aux jumelles, et nous disons « Bof, ce n'est pas ce qu'on m'avait promis sur TikTok ». La science nous enseigne l'humilité. Elle dit « L'univers n'est pas obligé de nous divertir. La comète ne vole pas pour que nous fassions une belle vidéo. Elle vole parce qu'elle obéit aux lois de Kepler et de Newton. L'effet de diffusion vers l'avant, sur lequel on fondait tant d'espoir, a fonctionné exactement comme le prescrit la physique, et non comme le voudraient les spécialistes du marketing. La luminosité a augmenté, mais les conditions d'observation se sont avérées plus difficiles. C'est une leçon de pensée critique. La prochaine fois que vous verrez un titre sur une comète verte qui détruira la civilisation ou une étoile qui sera visible de jour, vous vous souviendrez de ce cas. Vous vous souviendrez de la différence entre luminosité intégrée et de surface. Vous vous souviendrez de la traîtrise de l'atmosphère. Et vous chercherez les sources originales, pas les repostes. Mais regardons vers l'avenir. Cette déception signifie-t-elle que nous ne verrons jamais une vraie grande comète? Bien sûr que non. Les statistiques sont de notre côté. Le système solaire est entouré d'un réservoir géant de corps glacés, appelé nuage d'Oort. Là-bas, à la limite de l'influence gravitationnelle du Soleil, dérivent des trillions de comètes potentielles. Certaines d'entre elles n'ont pas une taille de quelques kilomètres, mais de dizaines et de centaines de kilomètres. Tôt ou tard, une perturbation gravitationnelle d'une étoile de passage ou une marée galactique poussera l'un de ces monstres dans notre direction. Rappelez-vous la comète Hale-Bopp en 1997. Elle n'est pas passée extrêmement près du Soleil, mais son noyau était si énorme, selon certaines estimations, jusqu'à 60 km de diamètre, qu'elle a brillé dans le ciel pendant 1 an et demi. Elle était visible même dans les mégalopoles. De tels géants arrivent rarement, une fois par décennie ou par siècle, mais ils arrivent inévitablement. Notre héros actuel n'était qu'un éclaireur, un petit courrier friable qui a brûlé en accomplissant sa mission. Mais derrière lui, il y en a d'autres. Et quand arrivera la vraie comète du millénaire, nous n'aurons pas besoin de gros titres sur Internet pour le savoir. Nous sortirons simplement dans la rue, lèverons la tête et nous figerons devant la grandeur du moment. De plus, la technologie ne reste pas immobile. Nous entrons dans une ère où l'observation des comètes cesse d'être l'affaire des seuls télescopes terrestres. Les engins spatiaux, comme Parker Solar Probe ou Solar Orbiter, s'approchent du Soleil plus près que n'importe quelle planète. Ils voient ce qui nous est caché par l'éclat aveuglant du disque. À l'avenir, nous pourrons envoyer des missions d'interception vers de tels objets. Imaginez une sonde qui se pose sur la surface d'une comète volant vers la mort et transmet des données jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à s'évaporer avec elle. Ce sera un spectacle qui éclipsera n'importe quel film de science-fiction. Nous cesserons d'être des observateurs passifs d'ombre sur la paroi de la caverne. Nous deviendrons des participants à l'expérience. La conclusion finale de notre enquête revêt un caractère philosophique. Pourquoi était-il si important pour nous de voir ce second soleil ? Parce que l'homme est une créature qui cherche la lumière dans les ténèbres. Une comète est un symbole de changement, un symbole de mouvement, un symbole que notre monde n'est pas statique. Nous vivons sur une petite bille de pierre qui fonce dans le vide, et quand un autre voyageur passe à côté, nous sentons que nous ne sommes pas seuls dans ce carrousel mécanique. La déception que la comète se soit avérée moins brillante est, en réalité, une nostalgie du miracle. Mais le miracle existe. Il ne réside pas dans la luminosité, mais dans la capacité de comprendre. Le miracle, c'est que des singes qui craignaient encore récemment le tonnerre peuvent maintenant calculer l'orbite d'un bloc de glace à des milliards de kilomètres d'ici. Le miracle, c'est que nous savons pourquoi elle brille, pourquoi elle a 2 queues et pourquoi elle meurt. Nous avons remplacé la peur des présages célestes par la compréhension de l'astrophysique. Et c'est peut-être l'accomplissement le plus brillant de l'humanité, qui brille plus fort que n'importe quelle comète. Sur ce, nous clôturons notre dossier. Ne supprimez pas vos applications de cartes du ciel.
Le cosmos est immense et il s'y passe toujours quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'en ce moment même, pendant que vous écoutez ce texte, quelque part dans les profondeurs froides au-delà de l'orbite de Neptune, un nouveau géant de glace commence sa chute vers le Soleil. Il n'a pas encore de nom, il n'est pas encore visible dans les télescopes les plus puissants, mais il est déjà en route. Et quand il arrivera, nous serons prêts. Nous l'accueillerons non pas avec la peur et les superstitions, mais avec des spectromètres, des caméras haute résolution et une soif de savoir. Regardez vers le haut plus souvent. Là-bas, parmi les étoiles, est écrite notre histoire. Rendez-vous sur de nouvelles orbites.